Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Donc je m'appelle Carole, j'ai 35 ans. L'année du bac, j'ai perdu un peu de poids sans m'en rendre compte. Je suis tombée dans l'anorexie, mais très vite en fait, j'ai compensé avec des crises de boulimie. Ce comportement a duré 15 ans. Tous les 2-3 ans, je me disais quand même, il faudrait que j'aille creuser. Et je remettais tout sous le tapis pour 15 ans quoi. Je me suis dit, tiens, alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est ? Et je suis tombée sur ton podcast, La permission inconditionnelle de manger. Je me suis dit encore, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai senti quelque chose qui me disait, c'est la bonne voie. Comme si j'avais des nouvelles lunettes pour voir le monde. Aujourd'hui, je me fiche de la forme que peut avoir mon corps. L'alimentation intuitive, c'est pas je mange à ma faim, ce que je veux, et je m'arrête quand j'ai plus faim. C'est bien plus complexe que ça, bien plus large. Cette thérapie m'a permis de devenir vraiment qui je suis en fait. D'oser. Bienvenue dans l'épisode 75 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Carole. Sa motivation, lorsqu'elle a pris contact avec moi, était de partager son parcours avec la thérapie d'alimentation intuitive, thérapie qu'elle a découverte, entre autres, par le biais de ce podcast. Carole a entamé ce processus il y a quelques mois et elle a vécu déjà tant de changements et de prises de conscience. L'une des principales concerne le féminisme et la lutte contre les injonctions de la culture des régimes et de la minceur. Le spectre des troubles des conduites alimentaires que Carole a vécu pendant 15 ans s'éloigne petit à petit et vous allez pouvoir entendre comment se vit ce processus thérapeutique de l'intérieur. Merci encore à Carole qui a fait le déplacement jusqu'à Dourdan pour me rencontrer de visu. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Carole. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans la pleine conscience du pouvoir, d'autant plus que tu as fait tout le chemin pour venir jusqu'à moi à Dourdan. Donc nous sommes installés, j'espère confortablement, dans mon cabinet où il fait moyen chaud. Ça va, tu n'as pas froid ? Ça va, tu te je suis sens bien installée. Ok. Donc merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement pour venir partager avec nous ton expérience de vécu autour de la relation compliquée avec l'alimentation, mais aussi ton aventure dans ce processus de guérison au travers de l'alimentation intuitive. Donc, je suis vraiment très impatiente que tu nous partages ce vécu de ton processus de l'intérieur et ce sera pas complètement la première fois qu'on en parle puisqu'on l'avait évoqué avec Juliette dans un épisode précédent. J'ai pas noté, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas noté le numéro de l'épisode, mais je suis certaine que Cathy vous le notera dans l'article sur le blog. Donc voilà, merci beaucoup et peut-être pour commencer, tu souhaiterais te présenter de la façon qui te convient. Oui, avec plaisir. Alors déjà, merci à toi de me recevoir parce que ça me tient à cœur de partager mon expérience. Ouais. Et à certaines professionnelles comme toi qui le font très bien sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc du coup, je suis très contente d'être là pour partager. Donc je m'appelle Carole, j'ai 35 ans. Dans la vie, je suis à moitié prof de yoga. À moitié, à temps partiel D'accord. prof de yoga. Okay. Et j'ai à temps partiel un travail classique dans un bureau. Oui. Et je suis, depuis 1 an et demi, maman d'un petit Maël. Voilà, pour ma petite présentation. Super. Petit Maël qui est resté bien au chaud là, à la maison. Au chaud avec son papa qui est en vacances.
Ok. Alors, par où tu as envie de commencer, Carole, dans ce partage? Je te propose de commencer par le début. Par le début, mais c'est une bonne idée. Genre vraiment le début. Oui. Donc, mon enfance, en fait, l'ambiance dans laquelle j'ai vécu. J'ai vécu dans une famille aimante. Un papa, une maman, une petite sœur. Oui. Très classique. Jusqu'à, je dirais, nos adolescences, à ma sœur et moi, on a 2 ans et demi de différence, où en fait, ma sœur a fait de la danse classique à un niveau assez élevé, on peut dire, parce qu'elle a été petit rat de l'Opéra de Paris. Ah oui, effectivement. Donc voilà, et en fait, la danse classique, c'est un milieu très exigeant au niveau de tout ce qui est corps, minceur. Et donc, en fait, dans notre famille, on s'est vite retrouvés à mettre en place une alimentation vraiment très équilibrée, très saine, pour justement aider ma sœur, ne pas la soumettre entre guillemets à la tentation, etc. Et oui, ça veut dire que toute la famille était au même régime. Exactement. Ouais, okay. Voilà. Donc on n'achetait pas de chocolat pour pas qu'il y ait de tentation, toutes ces choses comme ça, quoi. Donc moi j'ai vécu ça un peu à côté parce que ça me concernait pas directement, mais j'étais déjà un peu impactée. J'ai des souvenirs, par exemple, où je me rends chez des amis, où il y a des M&M's et où je passe l'après-midi à manger des M&M's parce que je suis trop contente d'avoir accès à ces choses-là qu'on n'a pas chez moi, quoi. Donc, c'est ça, la rareté crée ça, en fait. Donc il y avait ça. J'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence à proprement parler. Mais en fait, l'année du bac, je saurais pas dire s'il y a un déclencheur, quelque chose vraiment... je saurais pas dire. J'ai perdu un peu de poids parce qu'il devait faire chaud, j'avais pas faim pendant quelques jours. Mon copain de l'époque a dû me faire une réflexion comme quoi ça m'allait bien. Et en fait, à partir de là, j'ai mis un pied dans les troubles du comportement alimentaire. Donc, comme tout était déjà cristallisé dans ma famille autour de la nourriture, je pense que c'est pour ça que moi, j'ai choisi, entre guillemets, les troubles du comportement alimentaire pour exprimer un mal-être qui devait être là, mais que je ne savais pas du tout exprimer, en fait. C'est ça. Et donc, sans m'en rendre compte, je suis tombée dans l'anorexie. Oui. Donc, j'ai perdu une dizaine de kilos, je pense. À l'époque, il y avait beaucoup la communauté pro-ANA, donc qui valorise, qui glamourise presque l'anorexie, avec des modèles et tout. Et j'étais beaucoup dans ce truc-là. J'avais un blog où j'échangeais beaucoup avec des nanas qui étaient comme moi, qui souffraient de troubles alimentaires et qui s'accrochaient à l'idée qu'on pouvait faire de l'anorexie un style de vie, entre guillemets. Oui. Donc, il y a eu ça. Je t'interromps 2 secondes, mais est-ce que ça existe toujours, ce mouvement-là? J'ai l'impression que c'est moins présent. En même temps, j'ai pas vraiment cherché. Voilà, moi non plus. Toi je non suis plus là-dedans, donc du coup, je saurais pas trop te dire. Oui. J'espère que ça n'existe plus, ou en tout cas beaucoup moins. Mais comme je suis plus vraiment là-dedans, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, il y avait une communauté, il y avait un soutien, donc on était entre personnes qui se comprenaient. Parce que moi, au fur et à mesure, j'ai commencé la restriction. Mais très vite, en fait, j'ai compensé avec des crises de boulimie. Donc c'était un schéma classique, je faisais une crise de boulimie et puis après pendant plusieurs jours j'étais dans un espèce de jeûne, quasi jeûne en tout cas, jamais de vomissements mais beaucoup de laxatifs et beaucoup de sport à outrance. Donc ça a duré, je sais pas en combien de mois j'ai vraiment sombré, mais il y a un moment où je suis arrivée à vraiment un poids beaucoup trop bas, où j'en ai parlé à mes parents. J'ai parlé de la boulimie, évidemment, parce que c'était pas l'anorexie qui me dérangeait à l'époque, c'était la boulimie. C'est ça. Et ils ont pris les choses en main. Ma mère m'a trouvé une pédopsychiatre. Donc j'avais un peu plus de 18 ans, mais c'était une pédopsychiatre spécialisée dans les TCA. Et en fait, ça m'a permis d'éviter l'hospitalisation parce qu'avec elle, on a établi un contrat en fait en disant voilà, il fallait que je mange, que j'ai tel comportement pour éviter l'hospitalisation. Donc, ça a été ça, du coup, la motivation principale, éviter l'hospitalisation? Non, même pas, je pense pas. Je sais pas trop quelle était la motivation. C'était juste qu'en fait, j'étais arrivée, moi, à mon objectif, entre guillemets, de poids. Si je descendais en dessous, c'était vraiment trop dangereux, donc c'était l'hospitalisation. Donc moi, mon idée, c'était
limite, à l'époque, retrouver un comportement normal en restant à 40 kilos, quoi. C'est ça. C'était Et complètement illusoire. Tu le disais juste avant, l'idée, c'était de supprimer les crises de boulimie. En fait, c'était ça parce que c'était cette partie qui me gênait, évidemment. Oui. J'ai eu ce suivi avec cette psychiatre pendant un moment. Et puis, les choses se sont calmées, apaisées. En tout cas, c'était moins flagrant. Oui. Et ça, c'était vers 20 ans. Mais j'avais quand même toujours un comportement alimentaire en mode restriction la journée, compulsion le soir et rebelote tous les jours, quoi. Oui. Et ce comportement a duré en fait 15 ans. Oui, parce que du coup, ça te gênait pas particulièrement, en fait. C'était contrôlé, contrôlé dans l'absence de contrôle, mais en fait, je contrôle plus, je recontrôle, je contrôle plus, je recontrôle. Et malgré tout, ton poids restait peut-être stable de ce fait. Et voilà, quoi. Enfin, je sais pas comment tu vivais ça. Ouais, toi. non, c'était vraiment ça. J'avais atteint un poids qui faisait pas flipper. Donc, en gros, on me laissait tranquille. Oui. Moi, je trouvais que j'étais très bien comme ça. Enfin, il y avait toujours ce cercle des compulsions qui était là, mais j'arrivais pas à m'en défaire. Donc, je m'y accoutumais. Et puis, moi, je me disais, je rééquilibre la journée en mangeant moins. C'est ça. Et en fait, ça a été mon style de vie pendant 15 ans, quoi. Oui. Avec des périodes plus ou moins difficiles. Quand, par exemple, j'ai vécu en studio toute seule, j'avais le Franprix en bas de chez moi et c'était crise de boulimie sur crise de boulimie tous les soirs. Donc, c'était vraiment difficile. Et il y a des moments où ça s'est un peu apaisé. Mais globalement, ça a toujours été là pendant 15 ans, quoi. Alors, il y a eu un moment un peu important, on peut le dire, où avec mon conjoint actuel, on a décidé de faire un bébé. Et en fait, ça n'a pas marché du premier coup, ni du deuxième, ni du 10e. Et durant le temps de parcours en procréation médicalement assistée, j'ai demandé si ça pouvait venir de mon alimentation. Alors, j'ai pas détaillé. À l'époque, je disais que maintenant, je mangeais normalement. Entre guillemets. Mais j'ai expliqué que j'avais eu un comportement anorexie, boulimie durant ma jeunesse et tout. Et la gynéco, à l'époque, a été très cool parce qu'elle m'a dit, effectivement, ça peut avoir un impact. Ça a pu jouer. Comme peut-être que ça ne joue pas sur votre infertilité, on ne le saura jamais. Mais c'est quelque chose qui m'a marquée, parce que mine de rien, notre parcours en procréation médicalement assistée a duré 7 ans pour se terminer par un don d'ovocytes. Parce que vraiment, les différentes, les FIV et tout, ont montré que c'était au niveau de mes ovules à moi qu'il y avait un truc qui était défaillant. Donc voilà, ça s'est terminé par un don d'ovocytes en République tchèque, qui a marché du premier coup. Et à partir de là, tout a été un bonheur, quoi. La grossesse aussi a été un moment important dans ma relation à l'alimentation et à mon corps. Parce que je me suis laissée tranquille. Il y a quelque chose qui a lâché, en fait. Voilà. Ça je me suis dit, allez, t'as 9 mois, en gros, où c'est bon, tu peux avoir un gros ventre et tout le monde va s'extasier dessus et ça va être génial, quoi. Mais j'ai toujours gardé en tête que à partir du moment où j'accouchais, ce serait fini la rigolade. Et c'est ça, la récré est finie. C'est ça, exactement. On se reprend en main. Exactement, c'était ça. Et j'ai accouché et 1 mois après, j'avais retrouvé mon poids d'avant-grossesse. Je faisais du sport et j'étais retournée dans mon cercle de restriction en journée et compulsion alimentaire le soir. Et c'était une période où j'ai eu beaucoup de compulsions alimentaires le soir parce qu'en plus j'allaitais. Donc, mais oui, tu avais faim. Ça demande de l'énergie. Mais oui, clairement. Ça demande de l'énergie au corps. Autant que de construire un bébé. Voilà. Mais oui. Donc à ce moment-là, j'ai retenté une approche psychonutritive, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Comme ça m'était régulièrement arrivé au cours des 15 précédentes années. J'avais consulté tous les 2-3 ans, je me disais quand même, il faudrait que j'aille creuser et tout. Je faisais une séance, je passais 1 heure à pleurer. Du coup, c'était émotionnellement ingérable. Trop difficile. Voilà. Et je remettais tout sous le tapis pour 15 ans. Quoi. Je suis aussi avec le fait que tu sentais bien qu'il y avait un truc qui était... Voilà, compliqué, lourd. Et c'est comme si tu ouvrais une porte là, puis paf, tu te prenais un espèce de tsunami émotionnel dans la figure. Du coup, vite, non, je ferme, c'est trop difficile en fait. Et comme s'il avait fallu ouvrir un peu la porte pas mal de fois avant de... Enfin, tu vas nous dire, mais avant peut-être de te sentir prête à l'ouvrir un peu plus ou...
Eh ben, ou d'ouvrir d'une autre façon. Ouais, ou c'est même passé par une autre porte en fait. Ah, c'est passé par une autre porte. Ouais. Ok. Parce que la thérapeute que j'ai vue durant mon postpartum m'a remis le nez dans mon caca, comme on dit. Donc ça m'a fait le même effet que toutes les fois précédentes. Et donc je me suis dit, ok, bon allez, hop, on remet ça sous le tapis. Et mais voilà. quand tu dis remis le nez dans mon caca, c'est-à-dire... Je pense qu'il y avait toujours cette idée qu'il fallait accepter la reprise de poids, qu'il fallait que je mange plus, que je fasse 3 repas par jour, même si j'avais pas faim. En fait, le matin, j'avais jamais faim, normal, vu que j'avais une compulsion alimentaire énorme la veille. Bien sûr. Donc voilà, il y avait ça. Et puis... En plus, elle m'a dit un truc particulièrement que j'ai pas aimé, c'est qu'elle m'a parlé de la transmission génétique, en gros, des troubles alimentaires. Alors, même si pour le coup, mon fils n'a pas mon patrimoine génétique parce que c'est pas mon ovule. Exact. J'ai trouvé ça hyper culpabilisant. Mais oui. Et en tout cas, tu l'as entendu comme oh là là, mais attention, voyez ce que vous avez fait, quoi. Enfin... c'était surtout si tu fais rien, ça va se répercuter sur ton enfant, quoi. Donc c'était une nana, pourtant j'avais beaucoup accroché sur son bouquin, mais finalement après une consultation en vrai, je me suis dit allez hop, non, c'est pas pour moi, c'est pas next, ce qui va on verra. Et je remets sous le tapis. Voilà, exactement. Et donc j'ai commencé ma formation de prof de yoga. J'avais découvert le yoga plusieurs années auparavant. Et dans ma formation de prof de yoga, il y avait une naturopathe. Et donc je me suis dit tiens, tentons une nouvelle approche naturopathique. Donc, je m'entendais bien avec la fille. On a tout de suite accroché. Oui. Mais c'était dans quel but, l'approche naturo ? Alors, j'avais des douleurs digestives chroniques. Eh ben oui, ce qui est assez logique. Ce qui est assez logique quand on passe son temps à se restreindre et à se faire un repas énorme le soir. C'est ça. Voilà. Sauf que, en fait, comme je me présentais pas vraiment comme ça au monde, ni même au monde médical. Ni même peut-être à toi-même, en fait. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'était... c'était juste, je mangeais beaucoup le soir, mais c'était pas dramatique, quoi. C'est ça, puisque en fait, c'est comme si tu prenais un seul et unique repas qui couvrait tes besoins, en tout cas caloriques. Exactement. En une fois, en fait. C'est ça. Ce qui est un peu compliqué pour le système digestif, effectivement. Voilà, mais j'en avais pas du tout... Oui, conscience. Donc... Oui, donc c'était la porte d'entrée pour la naturopathie, en fait. Les maux de ventre. Oui. Ok. Sachant que j'avais déjà testé la naturopathie avant par rapport à mes problèmes d'infertilité. Oui. J'en étais pas à ma première consultation. Je connaissais un peu le process, mais je me suis dit... avec quelqu'un de nouveau et tout, essayons. Oui. Et j'ai fait le fameux test sanguin des intolérances alimentaires qui a révélé que j'étais intolérante à tous les aliments du monde ou presque. Ah mince. Ça va pas t'arranger ça. Donc, pour la suite. Voilà, il y avait un côté où ma naturopathe et moi, on s'est dit super, en fait, on a l'explication. Sauf que du coup, le régime que je devais suivre en excluant tous ces aliments, je ne mangeais plus rien, ou alors c'était vraiment des choses dont j'avais pas l'habitude de manger. J'aurais dû me nourrir quasiment beaucoup de viande rouge et de poisson, alors que j'en mangeais jamais parce que je suis pas fan. Donc en fait, ce régime, entre guillemets, n'a fait que renforcer mes compulsions alimentaires. Mais oui. Mais alors vraiment l'explosion, quoi. Donc j'étais complètement perdue, une fois de plus, entre cette histoire d'intolérance alimentaire, de choses à ne pas manger, que je pensais qui étaient bonnes pour mon corps, parce que il y avait des choses du genre le beurre de cacahuète, ou des choses, des oléagineux que je mangeais quotidiennement, et qui n'étaient pas bonnes pour moi, si on en croit les résultats de la prise de sang, quoi. Donc j'étais là-dedans, complètement perdue. J'ai beaucoup écouté de podcasts sur les intolérances alimentaires. Et en fait, il y a un podcast sur Spotify qui doit s'appeler Intolérance alimentaire et alimentation intuitive. Je ne sais plus de qui. C'est intéressant ça. Je pourrais te le retrouver parce que... Avec plaisir. Et c'est par ce biais-là que je me suis dit, tiens, alimentation intuitive. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Et j'ai creusé sur Spotify parce que c'est un média que j'aime bien. Et je suis tombée sur ton podcast à toi qui s'appelle La permission inconditionnelle de manger. Oui. Où là, je me suis dit encore, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment Donc c'est vraiment en fait là que j'ai découvert moi ce que j'appelle la vraie alimentation intuitive, donc la thérapie d'alimentation intuitive de Elise Reich et Evelyne Tribol. Voilà.
Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à énormément me renseigner. Ouais. Donc, j'ai écouté tous tes podcasts. Merci Je t'en prie. pour cette fidélité. J'ai écouté tous ceux de Juliette The Last Quiche. Quiche. Ton assiette. Ouais, voilà. Il y en a sûrement d'autres aussi que j'ai écoutés. J'ai lu évidemment la traduction française du livre des fondatrices, le livre de Alicia Siccardi, qui fait partie des classiques, entre guillemets. Oui. Et des rares, finalement, ouvrages sur l'alimentation intuitive. Oui. Et voilà, durant plusieurs mois, j'ai accumulé les infos, j'ai intégré, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me disait, c'est la bonne voie, c'est là qu'il faut aller en fait. Tu as une idée de ce qui venait te dire ça ? Peut-être c'est un faisceau de choses, mais où est-ce qu'il y a un truc qui t'a accroché, ou tu t'es dit, tiens, c'est pas idiot ce truc-là, Je pense que dans les 10 principes, il y en a que je n'avais jamais entendu. La fameuse culture des régimes, ou la permission inconditionnelle de manger, tu vois. Oui. Et en fait, je me suis dit, tout ça, c'est différent de ce que j'ai déjà essayé. Donc, peut-être que finalement, tout ce que j'ai déjà essayé avant, ça n'a pas fonctionné. Donc là, allons voir de ce côté-là, j'ai rien à perdre, quoi. C'est ça, oui. Du coup, c'était plutôt ce qui se démarquait de ce que tu connaissais, en fait, qui a attiré ton attention. C'est ça. Ouais. Parce que tous les régimes divers et variés, je les connaissais et ça m'avait jamais aidé à diminuer mes compulsions alimentaires du soir. Donc, et donc, en fait, j'ai mis en place moi-même cette alimentation intuitive en veillant bien à suivre les 10 principes. Sauf que, en fait, je sais pas où ça bloquait, mais ça bloquait parce que j'avais toujours, malgré le fait que je m'autorise beaucoup d'aliments, même ce qui était interdit, déconseillé selon la prise de sang de mes intolérances alimentaires, en fait, il y avait quand même toujours ces compulsions qui étaient présentes le soir. J'avais l'impression en journée de manger à ma faim, ce qui me faisait envie, etc. Mais c'était toujours là, en fait. Et via les podcasts, pareil, j'ai rencontré ma thérapeute qui s'appelle Sophia Desblés. Qui est venue aussi sur le podcast, Sophia. Que j'avais découvert soit via ton podcast, soit celui de Juliette. Oui, elle y était intervenue aussi. Et je me suis dit, la nana fait de l'alimentation intuitive, elle est prof de yoga, comme moi, et en plus, elle est naturopathe. Mais oui. Donc je me suis dit, avec tout mon paquet d'intolérances, là, il y a moyen qu'elle me comprenne bien et qu'ensemble, on puisse trouver un chemin, quoi. Complètement. Donc j'ai pris mon premier rendez-vous. Le contact est bien passé. Et en fait, déjà, premier rendez-vous, première chose, elle m'a dit, tes compulsions alimentaires le soir, c'est juste ton corps et ton cerveau qui se donnent la main et qui disent, il faut manger là. La jeune fille, elle n'a pas mangé depuis un moment. Il lui faut de l'énergie, du carburant et tout. Donc, je pensais être en restriction uniquement cognitive. Et en fait, j'étais vraiment en restriction physiologique. Voilà, calorique, physiologique. Donc en fait, on a commencé vraiment par là. Elle m'a dit, tes signaux de faim sont sans doute hyper perturbés parce que ça fait 15 ans que tu vis comme ça. Que tu passes outre, finalement. Donc tu penses que c'est la normalité pour toi, mais peut-être que non, c'est pas du tout la normalité pour ton corps. Donc en fait, on a démarré comme ça, vraiment sur un plan purement alimentaire. Où l'idée, c'était de réintroduire des repas de façon régulière, donc pour le coup assez rigide, quoi. Un repas le matin, le midi, un encas, le repas le soir. Et là, tu étais prête à l'entendre, ça. C'est ça aussi. J'étais prête à entendre ça parce qu'il y a eu la prise de conscience, en fait, que j'étais encore dans un espèce de déni de l'anorexie. Parce que juste après cette consultation, j'ai regardé objectivement mon poids, qui objectivement était un peu en léger sous-poids. J'ai regardé objectivement mon alimentation. Et effectivement, dans la journée, je mangeais pas grand-chose. Même si tu pensais t'être donné cette permission inconditionnelle de manger, finalement. Voilà. Et parce que j'écoutais avant tout mes sensations de faim et de satiété. Et moi, le matin, j'ai jamais faim avant midi parce que, évidemment, le soir, je mange... c'est ça, il y avait toujours ces compulsions. Voilà. Donc, c'était pour ça que j'étais coincée. Donc, elle m'a expliqué, quel que soit ce que je mange, ça peut être
un fruit, mais ça peut être un cookie, n'importe quoi, vraiment, ce que je veux. Mais il fallait réintroduire ça de façon des apports réguliers. En fait. Donc vraiment, même si la veille au soir, j'ai fait une grosse compulsion, le matin, petit-déj. Même si c'est un tout petit déjeuner, c'est important. C'est aussi pour donner cette information au corps que c'est possible à cette heure-là de manger et d'avoir faim, en fait. Exactement. C'est vraiment pour lui réapporter du carburant régulièrement pour qu'il réapprenne à fonctionner normalement, entre guillemets. Quoi. La première étape, ça a été ça. Et je pense que ça a été l'étape la plus difficile parce que mes compulsions ne se sont pas magiquement stoppées au moment où j'ai intégré un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter. Quoi. Donc, en 2 mois, j'ai pris 8 kilos. Ça a été hyper compliqué sur le plan émotionnel, en fait, d'accepter la nouvelle image que j'avais dans le miroir, quoi. Et ça a été un autre travail, ça aussi, de se dire, ok, mon corps change, il change pas forcément comme j'aurais envie qu'il change, voilà. Mais faut que je prenne du recul et me dire pourquoi je fais ça. Et oui. Je fais cette démarche parce que j'ai des compulsions alimentaires, j'ai une relation qui est pas sereine avec la nourriture. Ok, j'ai du mal avec ce que je vois dans le miroir, mais je fais ça pour une bonne raison. C'est ça. Et d'où l'importance, j'imagine, à ce moment-là, de ne pas être seule, en fait, d'être accompagnée et soutenue dans ces questions-là et dans cette traversée émotionnelle compliquée. Parce que la peur de grossir, elle fait partie intégrante de l'anorexie, en fait, et des TCA d'une manière générale, et de l'alimentation troublée d'une manière générale, parce que c'est ça qui nous conduit, en fait, à installer, entre autres, ces difficultés avec l'alimentation. C'est la peur de grossir ou de ne plus perdre de poids. Donc, c'est un travail compliqué qui se fait à cet endroit-là. Les premiers 2 mois ont été vraiment très compliqués. Parce que au niveau alimentaire, c'était encore le grand n'importe quoi. Et du coup, il y a eu tout un travail aussi sur ma valeur, en fait, en tant que personne. J'ai fait la liste de ce pourquoi j'ai de la valeur. Ça faisait partie du travail thérapeutique. C'est pour ça, tout à l'heure, que je te disais que je suis rentrée en fait dans un travail de psychothérapie par la porte de l'alimentation. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment dans une psychothérapie. La thérapie d'alimentation intuitive, c'est une psychothérapie. C'est pas juste un plan alimentaire. Et c'est pas juste des principes, même s'ils sont très importants à traverser. C'est vraiment un process thérapeutique. Voilà, exactement. Donc finalement, ce que j'évitais depuis 15 ans, j'avais mis les 2 pieds dedans sans m'en rendre compte. Et sans avoir envie de fermer la porte. Et voilà, c'est ça la grosse différence. Et donc il y a eu tout un travail sur ma valeur. J'ai aussi beaucoup parlé autour de moi parce que j'avais des angoisses complètement surréalistes maintenant, mais du genre, si je prends 30 kilos, est-ce qu'on va continuer à m'aimer, en fait ? Oui, mais bien sûr. Et qui suis-je si je ne suis pas la jolie fille la plus mince de la pièce, en fait ? Bien sûr. Mais Donc j'ai parlé de ça avec mes parents, parce que c'était super important, vu que ma mère portait une grande importance sur la minceur quand on était jeune. Et oui, de par le cursus entre autres de ta sœur. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai parlé hyper franchement avec ma mère de ce sujet-là. Et j'ai parlé avec ma sœur aussi. Et au moment en fait où j'en parlais avec ma sœur, je me suis rendu compte de la débilité de mon fonctionnement en fait, parce que j'étais en train de dire à ma sœur, mais est-ce que tu m'aimeras toujours si j'ai 30 kilos de plus ? Alors que c'est ma sœur, je veux dire, elle s'en fiche que je pèse 50 kilos ou 110, qu'il me manque un bras ou que je sois brûlée de la moitié du visage, quoi. Donc, bien sûr qu'avec le recul, tu peux te dire ça, mais quand on est dedans, en fait, quand on est soi-même avec cette croyance que notre valeur dépend, entre autres, mais pour une bonne part, de notre apparence corporelle, évidemment qu'on est avec cette crainte-là. Et moi, je trouve courageux d'aller confronter cette crainte à ce que les autres allaient te répondre, en fait. Ah, mais c'était un vrai travail, pour le coup. Ça fait partie de la démarche, du en fait. Process. Sophia, elle me disait, ton conjoint, demande-lui, en fait.
Si tu prends 30 kilos, est-ce qu'il va te quitter ou pas ? C'est ça. Est-ce qu'il va mettre les bouts ou... Voilà, ou c'est est-ce ça. qu'il s'en fiche Et en fait, on se rend compte que les gens ne nous aiment pas parce qu'on fait une taille 36, mais les gens nous aiment parce que on a telle qualité. Enfin, mais oui. Mille et une choses qui ne sont pas des qualités physiques, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Et ces personnes proches sont dans une inconditionnalité, en fait, dans leur amour pour toi. Voilà. Ouais. Mais c'est tellement bon de le réaliser, en fait. Oui. Et d'aller directement confronter cette question-là. C'est ça, de poser vraiment la question et d'en parler franchement. C'est ça. Ça a son importance, en fait, parce qu'on peut se dire mais oui, c'est ma mère, elle m'aimera toujours. Oui, c'est un concept, en fait. Oui, voilà. On peut très bien avoir ça en tête, mais au fond de soi, émotionnellement, être dans une croyance très forte que ce n'est pas vrai, en fait. Et puis pour certaines personnes, effectivement, il y a, tu vois, des vécus qui font que ce n'est pas vrai. Je pense aussi que la relation est suffisamment bonne entre vous. Pour que tu aies pu aller questionner ça. Et ça veut pas dire que c'est pas rien de le faire, encore une fois, mais la relation entre vous a permis que tu oses le faire. Donc c'est vraiment chouette d'avoir pu aller vérifier ça. En fait. Mais mon évolution dans la thérapie d'alimentation intuitive a été assez rapide, en fait. Mais oui, parce que tu parlais de ces 2 mois difficiles. Ouais, en fait, j'ai commencé le suivi avec Sophia en juillet. Là, on est en décembre. De cette année. Oui. Donc, en 6 mois, en fait, il s'est passé énormément de choses. Mais oui. Ouais. Donc, les 2 premiers mois, vraiment très difficiles parce que prise de poids, peur du regard du jugement des autres. Et j'avais aussi cette idée que ma morphologie, en fait, quand je prends du poids, je prends pas de façon... féminine, tu harmonieuse, vois, tu sais. Voilà. Dans ma tête, c'est ok de prendre 10 kilos si tu prends des seins et des fesses et que tu as une taille fine. Sauf que moi, j'ai une morphologie, comme on dit, en H. Donc, j'ai pas de taille, j'ai pas particulièrement de seins, pas particulièrement de fesses. Et donc, il y avait aussi cette chose-là qui me bloquait dans l'idée de prendre du poids, en fait. Parce que je me disais, je vais être... disharmonieuse, entre guillemets. Bien sûr, Et Sophia m'a ouvert les yeux sur un nouveau concept dont je n'avais pas conscience, qui est tout ce qui est patriarcat. Donc voilà, qui a décidé en fait que les femmes belles actuellement devaient avoir des gros seins, des grosses fesses, une taille fine, etc. Sachant que c'est relativement récent, parce qu'il y a encore quelques années, c'était encore autre chose. Exactement. En fait. Oui. Donc à l'époque où j'étais dans l'anorexie, le concept de la beauté féminine, c'était d'être filiforme, quoi. C'est ça, exactement. Donc, tu vois, 15 ans, 20 ans plus tard, on est sur complètement autre chose. Exactement. Et dans 20 ans, on sera encore sur autre chose, quoi. Mais oui. Et voilà, elle m'a fait comprendre, en fait, qu'il y avait un tas d'injonctions auxquelles on était soumise en tant que femme, dont la plupart venaient du patriarcat, quoi. Et alors, ça, pour moi, c'était... une véritable découverte, en fait. Je connaissais les concepts de féminisme, mais sans jamais avoir vraiment mis le nez dedans. Et là, en fait, c'est comme si j'avais des nouvelles lunettes pour voir le monde, tu vois. Mais oui. Donc, ça a fait encore tout un nouveau panel de choses à intégrer. On parle beaucoup de déconstruction dans le process d'alimentation intuitive. Et ben, typiquement, ça fait partie des choses que j'ai déconstruites, quoi. Apprendre à voir en fait tout ce qui était pas naturel et ce qui avait été décidé par majoritairement des hommes. Donc il y a eu toute cette partie-là aussi. Donc je te dis, ces 2 mois ont été hyper intenses. C'était en même temps, en fait. C'était pendant ces 2 fameux mois. En fait, j'ai eu j'ai eu une consultation, je pense, tous les 15 jours, 3 semaines au début. Et c'était hyper chargé, en fait. Et alors, au niveau de l'alimentation, c'était finalement ce qui est le plus simple. Parce que même si j'avais encore des compulsions le soir, c'était pas ce qui avait de plus compliqué de manger un cookie le lendemain matin en guise de petit-déj. Donc, ça allait. Mais c'est tout le process psychique, en fait, qui a été entraîné par les prises de conscience, qui vraiment a... Waouh. Ouais, ça secoue, quoi. C'était vraiment, j'étais secouée. Et s'en est suivi une période où j'étais énervée, en fait. Et oui. Parce que de réaliser tout ça et de me rendre compte que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont conscience de tous ces concepts,
Et la grossophobie aussi, j'en ai pas parlé, mais ça faisait partie des trucs dont j'avais aucune idée. Enfin, vraiment, même pas conscience, quoi. Ben non. De ma propre grossophobie, en fait, que moi-même, j'étais hyper grossophobe, que ce soit envers moi, entre guillemets, ou envers les autres, quoi. Ouais. Donc tout ça, c'est des concepts qui, quand on entend alimentation intuitive, on pense juste manger à sa faim, écouter ses envies, alors que c'est pas que ça, en tout cas. C'est ça, c'est une toute petite partie, en voilà, fait. c'est importante vraiment une aussi, hein, toute petite partie. Mais c'est ça, il y a tout le reste. Hein. Et donc, il y a eu ces 2 mois, là, où j'ai dû revoir ma garde-robe 2 fois, parce que j'ai pris plus de 2 tailles de vêtements. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est, au fur et à mesure, je ne saurais pas comment le dire, le fait d'acheter des vêtements déjà qui soient à ma taille, dans lesquels je me sente bien, il y a un truc qui a lâché aussi au niveau de mon apparence corporelle. Et en fait, aujourd'hui, je me fiche de la forme que peut avoir mon corps, tu vois. Mon corps, il est comme il est, et j'ai aucunement l'intention d'aller faire du sport pour essayer de muscler mes fesses ou d'avoir le ventre plus plat. Il y a vraiment quelque chose qui a lâché à ce niveau. Quand je me suis rendu compte que ma valeur ne résidait pas dans mon physique, et ben voilà, il y a un truc où je me suis dit, bah ok, ton corps il est top, il te sert à faire plein de choses dans la vie, et il n'est pas là pour être un truc admiré, commenté. Donc il y a plein de choses qui se sont faites à ce niveau-là. Et en particulier, tu le disais, par le biais des vêtements. Ça a été hyper important pour moi, déjà de me dire, ok, on passe à la taille au-dessus. Comment tu l'as vécu, ça ? Alors après, j'ai la chance, entre guillemets, d'être toujours socialement dans la norme. Et oui, de ne pas avoir des difficultés pratico-pratiques pour trouver des vêtements. Tu vois, même si j'ai pris à peu près 10 kilos et 2 tailles de vêtements, quand tu me vois dans la rue, je reste une nana mince. Oui. Donc, tu vois, j'ai pas mal vécu le fait de passer à une taille au-dessus parce que là encore, c'est une taille qu'on considère normale, qu'on n'a pas de mal à trouver dans les magasins. Donc, tu vois, j'ai conscience que le process, entre guillemets, a été facilité pour moi parce que je n'ai pris que 10 kilos. Si j'en avais pris 50, ça aurait été forcément une autre histoire. Oui, que tu en as pris que 10, tout est relatif, hein, parce que pour une personne pourrait te dire mais non, je suis dans l'impossibilité même de concevoir de prendre 10 kilos, et de rester dans une certaine norme finalement. Et je trouve que c'est important, hein, d'être consciente aussi de nos privilèges à cet endroit-là. Hein, parce qu'il y a ce travail-là aussi dans ce process. Identifier nos privilèges, nous rendre compte que, par exemple, nous sommes toutes les deux des femmes blanches, plutôt dans la norme au niveau Alors, être femme, c'est pas un privilège, hein, selon moi. Non, mais c'était blanche que tu blanche, vois, voilà. corpulence normale, entre guillemets. Qui passe, on va dire, dans une classe sociale... pas aisée, mais en tout cas... confortable, etc. Et voilà, ça nous fait aussi traverser ce processus d'alimentation intuitive, nous fait aussi prendre conscience de ça. Mais bref, fermons cette parenthèse. Donc, tu disais, de prendre cette taille de vêtements, ça n'a pas été problématique. Et les vêtements ont participé à ce process-là. Oui. Parce que je me suis clairement lâchée sur le shopping. Oui. Je me suis dit, j'ai le droit, en fait. Je suis en train de faire une thérapie pour aller mieux mentalement, physiquement. Je me félicite, en fait. Je me récompense. Je célèbre ça. Pour le coup, c'était avec du shopping, quoi. Oui. Et oui, ça a été hyper important de même prendre des fois des tailles au-dessus de ma taille, juste pour vraiment être confortable. En fait. Parce que c'était le cas et ça l'est toujours. Quand je me sens serrée dans un vêtement, pas bien, ça vient faire remonter en moi des pensées... de restriction. Voilà. Oui. Et à côté de ça, le fait de être OK avec la forme de mon corps, quelle qu'elle soit, ça m'a permis de me dire... Je m'habille comme j'ai envie, en fait. Je mets ce qui me plaît, et si c'est pas forcément ce qui me va, entre guillemets, selon les codes de la mode, tant pis, c'est pas grave. Donc, mais ça a été hyper important. C'est Nicolas Sahuc, je crois, peut-être, qui est
diététicien spécialisé dans les TCA. J'avais vu un live sur Instagram où il parlait de ça. Et ça a été vraiment une vraie révélation, en fait, pour moi, de me dire, allez... mettons des fringues dans lesquelles on se sent bien, en fait. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. C'est la base. C'est ça, c'est des choses presque qui tombent sous le sens, en fait. Mais pour avoir vécu, moi aussi, dans des vêtements tellement inconfortables parce que c'était ça qu'il fallait porter ou que je vais pas quand même acheter plus grand parce que quand même, tu te rends compte, ce serait une taille, je peux pas imaginer. Enfin... Mais qu'est-ce qu'on s'inflige en fait Qu'est-ce qu'on s'inflige dans l'inconfort? Donc ça a beaucoup joué pour moi. Donc en fait, voilà, depuis, j'ai cheminé sur ça. On a eu quelques rendez-vous avec Sophia où à chaque fois, à l'avance, je faisais une petite liste des problématiques que j'avais rencontrées. Oui. On travaillait dessus, elle me proposait des exercices, jamais des solutions, mais toujours des exercices ou des pistes de réflexion. Et j'ai été confrontée à une autre problématique qui est cuisiner soi-même sa propre nourriture. Oui. Ça n'a jamais été un plaisir pour moi, mais par contre, c'était quelque chose qui était très présent dans ma famille, parce que dans ma famille, manger sain, ça signifiait aller faire son marché, acheter des légumes, cuisiner quoi. Cuisiner maison. Et en fait... pour moi, faire la cuisine, c'est comme faire le ménage. C'est ennuyant. Ouais. À la fin, on est content de manger un truc qu'on a préparé, qui est bon et tout. Mais sur le coup, ça m'ennuie, quoi. Et donc, j'ai eu beaucoup de pensées en me disant, mais je ne savais pas comment intégrer, en fait, cette idée de devoir faire la cuisine, entre guillemets. Comme une injonction que tu te mettais. Exactement. D'autant plus que je culpabilisais par rapport à mon fils. Et oui, parce CF tout à l'heure. Ouais, déjà par rapport aux troubles alimentaires. Et en plus, j'avais toutes les injonctions de la maternité qui me disaient la diversification alimentaire, c'est important. Ton bébé, il faut qu'il mange des légumes bio, etc., machin. Et que j'ai fait au début. J'ai fait des petites purées et tout, et j'y prenais pas de plaisir, quoi. Et en fait, c'est toujours Sophia qui m'a aidée à cheminer sur cette idée-là. Par rapport à mon fils qui m'a fait déculpabiliser en me disant que l'important, c'était la diversité, en fait. Pour les enfants, les bébés, c'est vraiment de donner accès à tout. Oui. Donc, si à la limite, chez moi, ils mangent des plats soit hyper simples, genre des gratins de pâtes avec un peu de légumes, mais que quand il va chez mes parents, il mange des bons légumes, pour le coup, qui viennent du marché, que ma mère a cuisiné et tout. Il n'y a pas de problème, en fait. L'important, c'est la diversité. Exactement. Et CF, ce que nous avions évoqué avec Amélie dans l'épisode 69, de cet équilibre alimentaire qui se fait sur une vingtaine de repas. Oui. Donc, moi, je reste marquée par ça, parce que, oui, ça n'a pas besoin d'être parfait tout le temps, tous les jours, à chaque repas. C'est ça. Et l'important, c'est que l'enfant ait accès à tout. Exactement. Dans son enfance, parce que quand tu n'as jamais mangé de légumes de ta vie, quand tu es adulte, tu peux pas avoir envie de légumes, quoi. Eh bien non. Donc j'avais cette culpabilité énorme par rapport à mon fils, qui finalement s'est dissoute en fait en prenant conscience. Comme un soufflet. Exactement. Ouais. Et même par rapport à moi, par rapport au principe numéro 10 de la nutrition bienveillante, de la thérapie d'alimentation intuitive, qui dit en gros que c'est bien de manger des aliments qui sont bons pour la santé comme des légumes, des fruits, etc. Et encore actuellement, je suis encore dans cette période où non, en fait, pour moi, c'est encore une injonction en fait de manger sain entre grosses guillemets, quoi, des choses que je cuisine moi avec des produits pas transformés, etc. Donc actuellement, je suis encore un peu en mode rebelle, en fait. Oui, la rebelle des régimes. Exactement, voilà. Je suis vraiment encore dans cette phase, dans le sens où, chez moi, j'ai pas envie de cuisiner des légumes, mais là où je sais que ça va vachement mieux, en fait, dans mon rapport à l'alimentation, c'est que quand je vais au resto, je prends pas forcément... Avant, pour moi, le resto, c'était... du coup, je prends le plat que je m'interdis en temps normal, quoi. Oui, c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion. Et sauf que là, au resto, quand je vois un truc où il y a marqué légumes grillés, cuisinés, assaisonnés, je me dis, ah, chouette. Là, c'est l'occasion de manger des légumes.
que je me serais pas ennuyée à préparer moi-même et qui vont être super bons et tout. Oui. Et ça, je me réalise que quelques mois même auparavant, c'était impossible en fait. Moi, j'allais au resto, je prenais la pizza 4 fromages ou les pâtes à la carbonara. Ouais. Et là, de voir un truc avec des légumes, c'est ça qui me donne envie, quoi. Et oui. Donc, tu vois, ça fait 6 mois. Et au bout de 6 mois, je me rends compte que mon comportement, il se régule de lui-même, quoi. Ouais. Donc, c'est ça qui est top. À côté de ça, j'ai bien suivi les 3-4 repas par jour au début. Oui. Et après, en fait, j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me suis rendu compte que pour moi, manger représentait une certaine charge mentale que je n'avais pas avant. Tu vois, avant, le petit déjeuner, c'était un café et puis basta, quoi. Idem pour le déjeuner, je mangeais un fruit et un yaourt et c'était réglé, quoi. Et du coup, ça représentait vraiment pour moi une charge mentale de devoir trouver des choses à manger, encore pire si je dois les cuisiner, etc. Actuellement, j'ai pas repris quand même mon alimentation d'avant parce que actuellement, j'ai plus de compulsion alimentaire. C'est la question que j'avais. Voilà, oui. C'est ça. J'ai réglé le principal problème pour lequel je consultais en fait. C'est que maintenant, je m'autorise vraiment tout. Et si au début de ma thérapie, j'avais tendance à m'enfiler le paquet entier de Kinder tous les soirs, maintenant, j'arrive en fait à en manger genre 2, 3 tous les soirs si j'ai envie, le matin si j'ai envie, le midi si j'ai envie. Et j'arrive à réguler ça. Oui, et c'est même pas, tu vois, je fais juste une petite rectification, c'est même pas je ne mange que, non, c'est je mange 3 Kinder et puis après j'en ai plus envie. En fait, c'est ça. C'est même pas une intention, ça se fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Sophia, elle me demandait si j'arrivais naturellement en fait. Oui. Et je lui expliquais que c'était pas totalement naturel dans le sens où en fait il fallait que je me pose la question, est-ce que j'en ai encore envie, est-ce que ma tête en a envie et mon corps en a pas envie, pas forcément besoin en tout cas, ça a été longtemps le cas. Longtemps j'ai mangé beaucoup trop de Kinder entre guillemets le soir parce que ma tête on avait besoin en fait par rapport à toute la frustration que j'avais pu accumuler au cours des 15 dernières années, quoi. Ouais. Et en fait maintenant mes sensations de faim et de satiété sont redevenues normales. Je pense qu'elles ont été rééduquées après plusieurs mois de repas réguliers. Et je les écoute. Le dîner du soir est un repas comme les autres, en fait, qui ne part pas en vrille, en compulsion alimentaire. C'est ça. Et ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir chez moi mes placards pleins de choses, entre guillemets, avant interdites. Chez moi, c'est le rayon confiserie de l'épicerie, tu vois. Il y a 15 boîtes de Kinder, il y a des Oreos, en veux-tu, en voilà. Mais en fait, ça me rassure de me dire, il y en a à gogo, je peux en manger quand je veux, et il n'y aura pas de manque, quoi. Parce que je pense que ça, c'est vraiment lié à quand j'étais ado, ou au fait que à la maison, on n'achetait pas ce truc-là. Donc, du coup, la rareté crée le désir. Oui, là, c'est là. Hein. Tu es rassurée. Ça va pas manquer. Exactement. En fait. Même si, consciemment, ma tête sait que le supermarché est à 5 minutes et qu'il y en aura toujours au supermarché, il y a eu un moment où vraiment j'avais besoin d'avoir du stock pour me rassurer, quoi. Et oui. Et quid des maux de ventre, alors ? Ah oui. Alors ça, c'était vraiment la blague, presque. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai recommencé à m'alimenter normalement... Régulièrement. Voilà, régulièrement. Et quoi que je mange, finalement, ça allait. Et Sophia m'a expliqué ça. C'était dans la première consultation qu'on a eue. Elle m'a expliqué que, en fait, autour du tube digestif, il y a des muscles. Des muscles qui travaillent quand ils digèrent, en fait. Donc, quand tu ne manges pas de la journée, ces muscles ne travaillent pas. Et quand le soir, tu leur mets une grosse compulsion alimentaire, ça fait too much pour eux, quoi. Donc, elle m'expliquait que l'importance de manger régulièrement, c'était d'apporter du carburant, d'une part, à l'organisme, et d'autre part, de ressolliciter ces muscles, les refaire travailler. Comme de les rééduquer. Exactement, en fait. voilà. Oui, ça a du sens, là, forcément. Et donc, j'ai rééduqué ces muscles avec mes repas réguliers pendant les premiers mois. Et en fait, tout passe, quoi. Enfin, j'ai plus de douleurs inexpliquées. Tout ce qui était dans ma liste d'intolérances, ça passe sans problème. J'ai juste appris à trouver ma limite entre mes envies
et l'inconfort digestif que ça peut provoquer si j'abuse ou j'écoute plus. Oui, si tu vas au-delà de ce que ton corps peut digérer, par exemple. Et oui, et c'est là que c'est ce concept de nutrition bienveillante, mais comment dire, vécu par soi-même, je sais pas comment le dire autrement, qui vient nous aider en fait à réguler, mais par les sensations, les envies, et non pas par l'injonctif. Par un contrôle mental. Le contrôle mental, c'est ça. Je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter déjà, Carole. Ça passe vite, oui. Je ne sais pas s'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager, ou tu sais, ce fameux je ne veux pas oublier de, ou la chose la plus importante que je veux transmettre. Qu'est-ce que ce serait ? S'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que on parle beaucoup d'alimentation intuitive actuellement. C'est très à la mode. Et en fait, il faut se méfier de ce qui est dit sur l'alimentation intuitive. Parce que l'alimentation intuitive, c'est pas je mange à ma faim, ce que je veux, et je m'arrête quand j'ai plus faim. C'est bien plus complexe que ça, bien plus large. Il y a tous les concepts de grossophobie, de patriarcat, tout ça autour. Et voilà, quand j'entends des influenceuses fitness qui disent j'ai le corps parfait et pourtant je mange de façon intuitive, machin, moi ça me rend folle parce que alerte. Voilà, c'est ça, c'est pas ça la vraie thérapie d'alimentation intuitive. Et c'est une psychothérapie, vraiment. Donc je pense se méfier de l'alimentation intuitive qu'on entend partout. Et juste, en fait, moi, je veux dire que dans mon cas, cette thérapie, elle m'a permis de devenir vraiment qui je suis, en fait, d'oser m'affirmer, d'oser m'imposer. Il y a une chanson d'Orelsan, je crois, qui dit j'ai mis 35 ans à trouver qui je suis ou quelque chose comme ça. Et ben moi, c'est pareil, en fait. J'avais sûrement fait beaucoup de chemin de façon sous-jacente, tu vois. Tout à fait. Voilà. Mais vraiment, ça a été le déclic qui m'a permis de prendre ma place, quoi, en tant que personne, en tant qu'être humain sur cette terre, quoi. Et de plus me considérer comme juste la jolie fille mince, en fait, que j'étais beaucoup plus que ça, que j'avais beaucoup plus à apporter au monde, presque. Et voilà, donc ça a vraiment été pour moi une révélation, en fait, un vrai travail de psychothérapie, quoi. Même si j'y suis rentrée par la porte purement alimentaire du process. Complètement. Donc voilà. Je te remercie beaucoup, Carole, pour ce partage très très inspirant. Est-ce que tu serais OK d'échanger avec les personnes qui nous écoutent ? Ce serait une possibilité. Il n'y a pas de problème. Tu peux mettre mon compte Instagram. Alors, je ne parle pas d'alimentation intuitive, c'est plutôt un compte Instagram sur mon activité de yoga ou ma vie perso même. Mais oui, s'il y a des personnes qui veulent échanger, avec plaisir. Eh bien, ce sera fait, ce sera noté dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et merci encore d'être venu jusqu'ici et d'avoir fait cette heure de voiture pour venir me voir. Ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup vous rencontrer aussi de visu, même si souvent nous enregistrons à distance sans nous voir. Là, non seulement nous nous voyons, mais nous sommes dans la même pièce. Donc, je trouve que ça prend une autre dimension. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, voyez une différence, mais en tout cas pour moi, ça en fait vraiment une. Merci Carole, à la prochaine. Merci, à bientôt Anne. Nous voici à la fin du témoignage de Carole. J'en retiens entre autres tout l'espoir qu'elle nous transmet. Oui, il est possible d'aller mieux, de se sortir de la spirale des troubles des conduites alimentaires, même après 15 ans de lutte. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur le blog, un avis et une note 5 étoiles ou à nous contacter via les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un prochain opus du podcast, La pleine conscience du pouvoir.